Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, merci pour votre présence. On a l'honneur aujourd'hui, avec Florence et l'Institut Actuaire et Benoît, d'accueillir Mohamed. Alors, Mohamed, tu es expert en sciences cognitives et facteurs humains. Alors, c'est un mot un peu intrigant et pas n'importe lesquels, puisqu'ils sont appliqués à l'adoption de l'IA. Tu as une expérience à la fois dans l'innovation digitale, la transformation organisationnelle et aussi le pilotage de programmes. Alors, on se connaît notamment via NJ, puisque on se croise au niveau d'Impact AI, une association sur l'IA responsable et de confiance, et la French Tech, la French Corporate Community, donc la mission gouvernement grand groupe, pour montrer qu'il n'y a pas que les startups qui font de l'IA. Tu es fondateur de Human IA and Media, donc avec une approche lucide, éthique et durable de l'IA. Et quelque part, la technologie, c'est pas la technologie pour la techno, mais au service de la conscience. Et donc aujourd'hui, il y a plein de questions que nous nous posons et que l'audience te posera également. Est-ce que nous sommes prêts à adopter l'IA, notamment d'un point de vue humain? Parce que typiquement, on voit bien qu'entre les promesses de l'IA générative et le temps que ça se met à se déployer, il y a cette friction humaine, mais qui n'est pas forcément négative. Voilà, donc the floor is yours. Merci beaucoup, Nicolas. Merci pour cette introduction. Bonjour à tous et je vous souhaite quand même bonne année. On est encore dans le temps et plein de bonnes choses, meilleurs vœux pour cette année 2026. Nicolas a déjà dit pas mal de choses pour me présenter. Effectivement, je suis en charge de l'innovation digitale au sein du groupe NJ, en charge aussi d'un des programmes d'adoption de l'IA dans les différentes entités du groupe. Et j'ai créé il y a quelques mois un, un média, un petit média qui s'appelle Humain, dans le slogan, et c'est les autres voix de l'IA, où j'essaie de faire intervenir ou de faire entendre d'autres personnes, d'autres voix, avec des psychologues, des anthropologues, des sociologues, des linguistes, des personnes actifs dans, sur le terrain pour parler de ces IA et déployer ces IA pour les personnes au quotidien. Pour sortir un peu des discours très techniques sur le sujet, parce qu'il est très facile de s'enfoncer dans ces sujets techniques. Et effectivement, l'idée aujourd'hui, et je vais essayer de passer très rapidement sur la présentation pour laisser plus de temps à l'échange et aux questions. Je pense ça sera plus intéressant d'être dans dans une discussion ouverte, de vous parler de ce qu'on a fait chez NJ, mais qui n'est pas réservé à NJ. Au contraire, c'est un framework qui s'appelle HumaShift pour Human Machine Shift, qui se veut open source, ouvert à tout le monde, que tout le monde peut récupérer, réutiliser, adapter et continuer à l'enrichir, parce que j'ai cette forte conviction que ces sujets autour de l'IA ne sont pas que des sujets techniques, c'est vraiment des sujets de transformation humaine et qui nous interrogent beaucoup sur ce qu'on veut être avant de penser la machine. Et peut-être pour commencer très rapidement, je, je vous pose juste une question très simple. Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez ressenti quand vous avez utilisé ces IA-là pour la première fois? Ces IA qu'on appelle génératives, qui sont capables de générer du texte, mais de plus en plus de l'image, de la vidéo, de la voix. Euh, Pourquoi je vous pose cette question-là? C'est que notre premier retour ou notre premier traitement de toute information qu'on perçoit est d'abord émotionnel. Il faut savoir qu'une réponse émotionnelle, c'est entre 180 et 220 millisecondes. Même les personnes qui disent ne rien sentir, en fait, ils ont travaillé pour réduire le temps de réaction à ces émotions. Les militaires, par exemple, quand on leur pose la question d'est-ce que vous avez peur, ils disent oui, on a besoin d'avoir peur, mais on travaille sur la réduction de temps de réaction à la peur pour pouvoir agir vite et répondre vite à cette stimuli. Mais Euh, Oui, je rebondis tout de suite, mais excuse-moi parce que j'ai un neveu qui est militaire et il me racontait qu'effectivement, alors malheureusement, il y a une montée de la guerre ou des tensions, ce qui ne veut pas dire que ça s'était arrêté.
Mais typiquement, quand vous avez deux cibles, une cible, par rapport à ce que tu dis, je vais avoir, mettons, 30, quelques secondes ou 30 millisecondes pour tirer. Le problème, c'est que mon cerveau est programmé pour ce truc-là. Et quand j'ai Mhm. une deuxième, je vais avoir un autre problème. Et donc, pour être efficace, il faut que je m'entraîne. Et là, ça passe, alors c'est pas de l'IA générative, ça passe par les yeux avec des échauffements des yeux, un peu comme les gamers qui disent bah, je vais être plus efficace. Donc, Mhm. il y a C'est aussi ce qu'on le appelle, côté. Pardon, c'est ce vas-y. qu'on appelle les mouvements saccadiques de l'œil. Un truc très marrant parce que tu en parles, Nicolas. Par exemple, vous pouvez faire le test dès maintenant. Si vous prenez à gauche et à droite de votre écran, si vous regardez ce qui est à gauche et ce qui est à droite, euh, normalement, si on traitait l'information, on devrait voir le flou qui passe de gauche à droite. Mais notre cerveau traite l'information de telle manière à ce que on garde en persistance ce qu'on a vu dans la première image avant de passer à la deuxième. Et pour ne pas voir le flou et pour traiter, il réduit quasiment, on perd quasiment 40 minutes dans la journée de ce qu'on voit parce que le cerveau cache pour nous les transitions que font ces mouvements oculaires. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, la première réaction qu'on peut avoir à tout stimuli qu'on reçoit, et ce qu'on a vécu avec l'IA générative, est d'abord émotionnel. Il y a eu des gens qui ont eu peur. Peur parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, peur du risque que ça peut avoir sur leur emploi, peur parce qu'il y a des fantasmes autour de ce que l'IA a fait, et notamment on est pas mal biaisé par les dystopies hollywoodiennes avec les Terminator et compagnie. Il y en a qui étaient contents, qui étaient joyeux. Ils voyaient arriver un nouvel outil qui allait leur permettre de travailler mieux, de travailler différemment, d'accélérer sur un certain nombre de choses. Il y avait ceux qui étaient en colère, notamment les entreprises qui comprenaient pas pourquoi les gens allaient sur ces outils-là, même si on leur propose des outils internes, même si on leur explique qu'il faut interdire ces outils pour les risques cyber que ça peut amener. Et ça a généré par la suite de la frustration des personnes qui ne comprenaient pas pourquoi on leur interdisait d'utiliser des outils qui pouvaient leur permettre de mieux travailler. Tout ça pour vous dire que les travaux sur ces dimensions émotionnelles ont commencé dans les années 50. Depuis, il y a eu énormément d'études qui ont permis d'arriver sur des résultats comme les rosaces qu'on voit à l'écran. Mais tout ça pour vous dire, moi j'aime bien réduire cette rosace-là à 4 émotions primaires. La colère, la peur, c'est ce qui nous pousse vers l'arrière, et même, on a même une réaction naturelle de reculer quand il y a quelque chose qui nous fait peur. La joie qui nous pousse vers l'avant, la tristesse qui nous tire vraiment vers le bas et on a la tête basse, etc. Et la colère qui nous tire vers le haut. On a même l'expression dans notre vocabulaire de dire la colère monte. C'est juste pour vous donner un moyen mémotechnique de vous rappeler ces émotions primaires-là auxquelles on peut ajouter la surprise et le dégoût. Mais le film, par exemple, vice-versa, a très bien, et en plus, ils sont beaucoup appuyés sur des travaux de neuroscientifiques pour vulgariser et d'une manière très très belle la façon dans laquelle ces émotions interagissent. Donc, il y a cette première réaction émotionnelle à ce premier usage qu'on peut avoir avec les IA et les IA génératives. Et ensuite, il y a des mécanismes automatiques qui rentrent en jeu. Par exemple, il y a un ancrage. Pourquoi, à votre avis, ChatGPT, même s'il n'est pas le meilleur sur le marché aujourd'hui, c'est l'outil qui reste le plus utilisé? Bah, parce qu'il il a été le premier, il a créé le standard. Les gens ont commencé à développer des raccourcis mentaux dans l'utilisation de l'outil. Et même si on propose quelque chose qui, derrière, dans le moteur, est beaucoup plus pertinent, s'il ne propose pas l'interface de ChatGPT et s'il ne répond pas aux touches de clavier de ChatGPT, et j'imagine que pour certains d'entre vous qui utilisent beaucoup, le réflexe quand on leur demande d'utiliser une IA générative, c'est de taper ChatGPT. Euh, Ils ont créé cet ancrage-là avec cette première impression. Ensuite, il y a des biais de confirmation, c'est qu'on va lire dans les réponses que vont nous donner ces outils-là, ce qui va conforter notre façon de penser primaire. J'aime bien
une expression qu'utilise Étienne Klein quand il parle de ces sujets-là, c'est que ces outils sont neutres. Ils ne représentent rien, ne pensent rien, n'incarnent rien. Mais en fait, la lecture qu'on a de ce qu'ils nous proposent n'est qu'une projection de nos propres envies. Et moi, personnellement, j'ai fait ce test-là avec les étudiants auprès de qui j'interviens. Je leur ai demandé de poser des questions et de poser la même question à leur outil, sauf que ce n'est pas eux qui lisent la question, c'est leurs voisins. Et je me suis rendu compte que chacun met derrière les résultats que donnent ces outils-là, ses propres projections. Une même réponse peut ne pas être interprétée de la même façon. Et je reviendrai sur cette question-là quand je vous présenterai le modèle de déploiement. Il y a des excès de confiance et on l'a vu aujourd'hui quand on voit juste moi, personnellement, quand je vois juste mon fil LinkedIn, mais pareil dans les réseaux sociaux, tout le monde est devenu très vite expert en la matière. Tout le monde est capable de proposer des formations IA, etc. On l'a vu aussi pendant la période Covid, tout le monde est devenu virologue très, très rapidement et capable d'expliquer comment se diffuse un virus. C'est ce qu'on appelle un biais d'excès de confiance, mais aussi, on l'appelle autrement le Dunning-Kruger. C'est ceux qui en savent le plus, qui en parlent le plus facilement. Pardon, c'est ceux qui en savent le moins, qui en parlent le plus facilement. Et c'est ceux qui commencent à rentrer vraiment dans l'expertise, qui se commencent à poser des questions et à douter de leurs connaissances sur le sujet. Et c'est pour ça que cet effet d'excès de confiance s'est manifesté beaucoup avec l'arrivée de l'IA et avec cet outil qui donne très rapidement, facilement, la sensation qu'on maîtrise la chose. Il y a aussi le statu quo qu'on a ressenti, le biais statu quo qu'on a ressenti de la part des gens, c'est qu'ils voient ces nouveaux outils comme un risque et c'est ce qui développe la réticence de changement et toutes les opportunités que l'adoption de ce type d'outils peuvent apporter. C'est mis de côté et c'est considéré comme un risque. Je vous ai donné là 4 exemples de biais cognitifs. Donc, c'est des traitements automatiques ou des raccourcis que prend notre cerveau pour traiter rapidement l'information. Il faut savoir que des biais cognitifs, il y en a 250 qui ont déjà été identifiés. Et quand je dis identifiés, il y a des process et des protocoles expérimentaux très clairs qui nous ont permis de les matérialiser. Pendant très longtemps, ces biais cognitifs ont été utilisés par les gens du marketing d'une manière très empirique. Ils testaient les choses, ils voyaient que ça fonctionnait, ce qui ne fonctionne pas, ils le jettent à la poubelle. Et petit à petit, ça a défini les choses. Mais aujourd'hui, avec les neurosciences et notamment avec l'imagerie médicale, on est capable de modéliser encore plus ces mécanismes mentaux-là. Et si ça peut vous aider à les identifier, on les a catégorisés dans quatre types de biais cognitifs. Il y a ceux qui, parce qu'on a trop plein d'informations, ils vont réduire l'information qu'on reçoit et c'est un raccourci pour pouvoir traiter plus rapidement l'information et agir vite. Et du coup, il y a cette dimension de nécessité des biais qui nous aident à agir vite à des situations qu'on reçoit. Parfois, quand il n'y a pas suffisamment d'informations, justement, il n'y a pas assez de sens, il va venir combler les trous avec ce qu'il sait, notamment avec des biais de confirmation. Et le cerveau va filtrer le quatrième niveau, quatrième catégorie, c'est le cerveau va filtrer ce dont on doit se souvenir. Et on ne va pas retenir, et on va retenir simplement des choses que le cerveau euh, perçoit comme pertinent pour nous, ce qui nous intéresse. Donc, ce que je vous ai évoqué là, les émotions et les biais cognitifs, ce sont des traitements automatiques de l'information qu'on peut avoir au niveau du cerveau. Et après, petit à petit, arrivent des mécanismes cognitifs, des mécanismes mentaux beaucoup plus lents, notamment les représentations, donc les projections qu'on peut avoir avec toutes ces informations sur ce que ça peut constituer. On a toute la dimension motivation, qu'est-ce qui nous motive à agir, à passer à l'action. On a on va aller mobiliser dans notre mémoire les éléments qui vont nous permettre soit d'associer les choses, d'associer une bonne ou une mauvaise expérience pour permettre d'éviter les erreurs qu'on a pu avoir par le passé ou parce qu'on a vécu une belle expérience, continuer dans le chemin qu'on a entamé. Ça va
aller mobiliser les circuits d'apprentissage ou la façon dans laquelle on va mémoriser un certain nombre de tâches, de process, de façons de faire, et comment on intègre tout ça dans la dimension sociale et comment on intègre tout ça dans un groupe, parce qu'encore une fois, on reste des êtres sociaux qui ont besoin d'un retour de la part des autres pour pouvoir continuer à avoir un avis sur ce qu'on est en train de faire. Donc, ce dont je vous ai parlé là, c'est ce qu'on appelle les facteurs humains. Donc, c'est tous ces éléments liés à notre cognition, à notre façon de travailler et qui peuvent, à notre façon de traiter l'information d'une manière générale et qui peuvent influencer nos comportements. Il faut savoir que la notion de facteur humain n'est pas récente et on en parle depuis longtemps. Et quand on parle du facteur humain, c'est la contribution humaine à un événement. C'est souvent, c'est beaucoup utilisé dans l'analyse des accidents, ou dans l'accidentologie. Quand on arrive à une conclusion, c'est le facteur humain, ben c'est un moment ou un autre dans le fil de la situation, il y a une action humaine qui a amené malheureusement un accident. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure de la part des marketeurs, Daniel Kahneman, dans les années 70, avait très bien euh, modélisé ça dans son livre Think Fast and Slow, avec ce qu'il a appelé les deux systèmes du cerveau. Le système 1, qui est très intuitif, basé sur l'instinct, et du coup rapide, automatique, qui associe très rapidement les choses et qui se met en place et qui se met en action d'une manière très inconsciente. Et c'est ce qui correspond à nos émotions et aux biais cognitifs. Et le système 2, là où vont intervenir les raisonnements logiques, qui est long, très difficile à activer, paresseux, ne veut pas se mettre en place, qui va pouvoir être logique et suivre des process bien clairs et qui se met en place d'une manière consciente. J'y reviendrai plus tard, mais un des problèmes qu'a évoqué Nicolas dans son introduction, de pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup d'écart entre les promesses que font ces outils IA et la réalité du terrain, c'est qu'on traite ces éléments-là et ces adoptions-là qu'avec le système 2, qu'avec le fait que des utilisateurs ou bénéficiaires de ces outils-là vont traiter ou utiliser ces outils d'une manière logique, raisonnée, consciente, alors qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le système 1 d'une manière inconsciente, associative, automatique et très rapide. Et en partant de ce constat-là, ou partant des principes-là, donc de ces éléments de neurosciences, qu'on a conçu le modèle HumaShift, HumaShift pour Human Machine Shift. Il y a quelque temps, c'était un modèle qui s'appelait MSPTC. Ça ressemble plus à un virus c'est un modèle de déploiement, même si on aimerait bien qu'il devienne viral et que ça se diffuse comme un virus. Mais MSPTC, le M, c'est pour le mindset ou l'évolution des mentalités nécessaires vis-à-vis de ces nouveaux outils. Le S, c'est pour le skinning et donc la montée en compétences adaptatives sur la façon dans laquelle on utilise ces outils. Le P, c'est pour path ou parcours, c'est comment on intègre ça dans la réalité et le quotidien des collaborateurs. Le T, c'est pour le teaming, donc la relation entre l'humain et la machine. Et le C, c'est pour la collaboration. Donc, c'est un nouveau framework méthodologique, comme je l'ai évoqué avant, open source. Donc, tout le monde peut récupérer, continuer à l'enrichir, l'utiliser, mais l'intérêt de cet enrichissement, c'est de pouvoir le déverser pour que tout le monde puisse en bénéficier, pour avoir justement une IA qui soit humaine, orientée vers les besoins et les nécessités de l'humain, et que ce ne soit pas simplement un slogan commercial, qu'elle soit collective, contextualisée dans les systèmes dans lesquels on veut l'utiliser, et surtout durable, qui pense à l'impact de ces IA-là, pas simplement sur le process, mais aussi les impacts que ça peut avoir sur nos cognitions, sur l'environnement et plein d'autres éléments. Mohamed, Oui, en fait, il y a Rémi Caden qui a lancé sa startup qui s'appelle aussi UMA, mais cette fois-ci, c'est Universal Mechanical Assistant, et donc c'est plutôt sur ok. le robot. Est-ce que pour toi, parce que maintenant on parle plus d'ailleurs de robots, on parle
d'IA physique, etc., ou d'embodied AI ou d'IA Ouais. médiatisée. Est-ce que ton framework ou ton modèle va pour toi s'appliquer également sur des sujets comme la robotique qui mélange de l'IA et du physique? Enfin, Bien plus sûr, des GPU ou... bien sûr. Et on va l'aborder quand je vais rentrer dans le teaming parce que des travaux sur l'évolution ou plutôt l'évolution des interactions avec entre l'homme et la machine, c'est pas récent et c'est pas arrivé avec l'IA générative. Euh, je, j'en parlerai plus en détail quand j'arriverai au teaming, mais c'est des travaux qui datent de plus d'une vingtaine d'années, qui ont été initiés par l'armée américaine pour améliorer cette interaction homme-système complexe. Et ce qu'ils mettent derrière système complexe, c'est à la fois des humains et des équipes sur le terrain, mais aussi des robots. Et c'est des robots à la fois d'assistance, mais c'est aussi des robots de réflexion. Mais Ouais, je ouais. reviendrai. Donc, Pour- effectivement, Oui, pardon, excuse-moi, juste pour illustrer, aujourd'hui, alors c'est un peu dur, mais les démineurs américains ont des robots. Et oui, si jamais le robot est abîmé, c'est eux qui veulent le réparer, comme si c'était leur ami ou leur... Et si jamais le robot est détruit, il ne peut pas être réparé, alors à ce moment-là, il l'enterre. Donc il y a aussi des faits de teaming que tu évoques où c'est pas uniquement une machine, mais qui a quelque part, on va un peu un cran plus loin dans les relations homme-machine. ben, ce que tu évoques là, merci Nicolas, c'est ce qu'on appelle de l'anthropomorphisation, et c'est de la projection humaine de nos interactions usuelles humaines vers les machines. Et de la même façon qu'on est capable de lier, de créer des liens avec d'autres humains, aujourd'hui, il y a des éléments qui montrent que cognitivement, on est capable de créer des liens avec des machines. Ben, on a eu des exemples il n'y a pas très longtemps de personnes qui sont mariées avec des machines, etc. Et je pense que ça fait partie des éléments qu'on néglige quand on parle de ces sujets-là, c'est de comprendre comment nous fonctionnons. Euh, j'ai évoqué rapidement les émotions et les biais cognitifs, mais il y a des mécanismes qu'on met en place qui parfois, et si on n'est pas dans cette logique de pleine conscience, peuvent nous amener à des situations comme le film Heure ou comme les personnes qui se sont mariées avec des IA ou comme malheureusement les situations de suicide qu'il y a eu aux États-Unis parce que des personnes ont développé des liens tellement forts avec ces machines que ça a développé de l'isolement, de la dépression et plein d'autres éléments. Et pour moi, ça fait partie des sujets sur lesquels il va falloir vraiment changer de paradigme dans notre rapport avec la machine. Et limite, ça peut faire une transition par rapport à, co- à- à l'évolution des mentalités qu'on évoque le, dans, dans le framework, dans le modèle. C'est il y a un certain nombre de choses, de projections qu'on va faire, nous, en tant qu'humains, envers ces machines-là, parce qu'on a grandi dans un contexte ou d'une manière qui nous permet de créer ces liens qui ne sont pas réciproques, ou ça va être juste l'illusion de réciprocité. Sauf que l'humain n'est pas capable de différencier entre la réciprocité et l'illusion de réciprocité. C'est pour ça que dans ce modèle, on parle d'évolution du mindset ou d'évolution des mentalités. On a grandi jusqu'à présent et jusqu'à l'arrivée de ces IA fin 2023, fin 2022 déjà, dans un monde où les machines étaient déterministes. La- Quelle que soit la question qu'on leur donne, la réponse sera toujours la même. Sauf que, avec l'arrivée de ces IA génératives, je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, euh, les réponses que ces IA vont donner à la même question vont être différentes, encore plus quand on va euh, euh, orienter ces IA-là, soit à travers notre propre usage, soit à travers des prompts spécifiques qu'on va lui donner, qu'elle va garder dans sa mémoire. Et du coup,
pour une même question, et je suis sûr que si je fais le test aujourd'hui, si je vous demande à tous de dessiner un champ de fleurs, le champ de fleurs que vous allez avoir ne va pas être le même. Sauf que comment on se met d'accord aujourd'hui à l'échelle d'une entreprise de quel est le standard minimum de ce champ de fleurs qui va permettre de continuer à travailler dessus. Il y en a qui vont avoir juste du vert avec des points rouges et on va considérer ça comme des champs de fleurs. Et il y en a qui vont demander à ce que ça soit réaliste avec des vraies fleurs, qui vont demander à avoir des champs de fleurs un peu à la hollandaise avec des tulipes, etc. Et, euh, et du coup, comment on se met d'accord tous ensemble sur ce changement de rapport ou ce changement de retour de la machine pour prendre conscience que ce n'est plus les mêmes machines qui donnaient toujours la même réponse pour tout le monde. Et l'autre élément qu'on évoque ou qu'on intègre dans ce pilier-là ou cet axe-là dans le framework, c'est la déconstruction de toutes les idées reçues qu'on a vis-à-vis de l'IA. Je l'ai évoqué rapidement quand j'ai parlé d'émotions. L'image qu'on a aujourd'hui de l'IA est beaucoup influencée par l'imaginaire hollywoodien dans les films, que ce soit Terminator, iRobot, etc. Parfois même la façon dans laquelle on projette ces évolutions techniques, on les projette par rapport à ce qu'on a vu avant et ce qu'on a vu dans ces éléments de science-fiction qui génèrent des peurs, des craintes, des croyances, parfois rationnelles et irrationnelles. Et si on ne crée pas des espaces pour comprendre quelles sont ces projections, quelles sont ces croyances, ces craintes qu'ont les personnes au sein d'un collectif vis-à-vis de ces IA-là, on peut continuer à vouloir pousser simplement l'outil sans savoir forcément comment les personnes se représentent ces outils-là dans leur quotidien. Et un autre élément que ces IA-là, ces nouvelles IA sont en train de venir challenger, c'est notre rapport à la connaissance et notre rapport à l'apprentissage d'une manière générale. Ça a commencé avec Google, mais ça a été amplifié une dizaine de fois avec ces IA génératives. Avec Google, il y avait encore cet effort d'aller chercher l'information, traiter dans toutes les sources par rapport à une question posée, trouver la source la plus pertinente. Aujourd'hui, tout est pré-traité et amené sur le terrain. Sauf que ces outils-là, il y a une éditorialisation derrière. Elles sont orientées, elles sont biaisées. Je ne parle pas de nos propres biais à nous. Elles sont biaisées par leurs concepteurs, par la façon dans laquelle ils ont été entraînés, par les datasets sur lesquels ils ont été entraînés. Comment aujourd'hui on continue ou plutôt on fait évoluer notre façon d'apprendre, et parfois aller jusqu'à désapprendre de la façon dans laquelle on a appris pour réapprendre avec ces nouveaux outils. Mais Donc, si je peux t'interrompre oui, une bien sûr. seconde, Mohamed, dans le monde d'avant, il y avait une vraie réponse, il y avait une espèce de vérité de la réponse qui était très normative. D'une certaine manière, le fait que l'IA générative ne réponde pas toujours la même chose, que ça dépend un peu de la manière dont on l'a interrogé ou des données, enfin bon bref, ça ouvre aussi, alors ça peut apporter de l'insécurité, mais ça ouvre aussi des espaces. Pourquoi c'est pas ressenti de façon positive? Pour plusieurs raisons. D'abord, on sort de notre zone de confort parce qu'au début, dans notre rapport qu'on avait avec les machines jusqu'à il y a très récemment, on avait une sorte de confiance dans la machine. Si, pour une même. Encore une fois, si, je prends juste l'exemple de la calculatrice, si je tombe pas sur les résultats que j'attends, je me demande si je me suis pas trompé dans la saisie. Et du coup, je ressaisis pour vérifier si c'est pas le cas. Aujourd'hui, par rapport à un résultat que j'ai, je ne peux plus savoir si c'est la façon dans laquelle j'ai posé la question ou si c'est la façon dans laquelle l'IA a construit sa réponse. Et ça devient tellement complexe et le cerveau n'aime pas l'aléatoire et n'aime pas les éléments qui n'arrivent pas à formaliser, ben ça génère une crainte parce que je ne sais pas quel est le niveau d'hallucination ou le niveau d'écartement
qu'il peut y avoir entre la réponse de cette machine et la vérité vraie. Et c'est là où, comment on définit ensemble quels sont les critères minimums à partir desquels on peut considérer que cette IA est fiable ou pas, tant qu'on n'a pas collectivement décidé que cette réponse est acceptable, et du coup, on a les moyens individuellement de comprendre ou de qualifier cette réponse de valable ou pas, ben, il restera ce doute et il restera cette crainte. Et aujourd'hui, c'est des sujets que malheureusement, on ne traite pas suffisamment, ou on traite d'une manière très technique en disant qu'on va sécuriser cela en limitant les données sur lesquelles on entraîne ces IA, mais même en limitant les données, les conclusions ou les réponses que ça peut amener peuvent réellement être hallucinées ou emmener les personnes vers des situations dangereuses. Un exemple que je donne souvent quand je parle de ces dimensions-là, et notamment c'est un sujet qu'on a traité chez Engie, un des premiers cas d'usage qu'on a abordé, c'était de mettre à disposition des techniciens des outils basés pour l'IA générative pour les accompagner sur le terrain. Donc, sur le papier, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Le technicien est capable en une question et parfois rien qu'avec la voix, de demander à l'outil de lui donner certains éléments sur la machine, et l'outil va lui dire comment il doit répondre. Sauf que il y a deux problèmes que moi je voyais et sur lesquels on a ralenti un peu le développement de cet outil-là. C'est que d'une part, comment on s'assure du maintien de l'expérience de ce technicien pour dire que oui ou non, une machine est en train de dire n'importe quoi. euh, et du coup, comment on maintient cette expertise dans le temps. Aujourd'hui, on a eu des techniciens experts qui ont été capables d'entraîner ces machines pour savoir si oui ou non elles donnent une bonne réponse. Demain, on va continuer à former ces techniciens-là, et je reviendrai sur ces sujets de maintien de compétences quand je parlerai encore une fois du teaming. Et il y a un autre sujet qui, pour moi, était extrêmement dangereux, c'est quand on porte l'attention du technicien sur l'outil et plus sur le contexte, parce que quand il intervient sur une chaudière ou sur un tableau électrique, les risques d'accident sont extrêmement importants. Et si on déporte son attention sur l'outil et pas sur l'écosystème sur lequel il intervient, ça devient extrêmement intéressant. Et ne pas prendre en compte ces éléments intentionnels ces éléments attentionnels dans la façon dans laquelle on conçoit ces outils basés sur l'IA peut amener à des situations extrêmement dangereuses. Et je pense que ce manque de recul ou ce manque de compréhension que j'aborderai aussi dans le parcours de la façon dans laquelle ces IA sont capables de changer complètement notre façon de travailler et de remplacer l'IA simplement, ou plutôt d'utiliser l'IA simplement pour remplacer des tâches simples, c'est quelque chose c'est sous-exploiter les vraies capacités de l'IA et sous-exploiter notre capacité à faire évoluer notre façon de travailler avec l'IA. Je rebondis, est-ce que tu as prévu ou est-ce que vous faites des tests en situation réelle? Pourquoi? Parce que je me rappelle très bien quand j'ai touché, j'ai mis mon doigt quand j'étais petit dans une prise électrique et je m'en rappelle encore. Et donc, quelque part, tu pourrais te dire, OK, je suis en simulation, j'ai devant moi un panneau de contrôle, vous allez vérifier, mais potentiellement, je vais me prendre, entre guillemets, une décharge, je ne sais pas, Mhm. pour vérifier en test, enfin en simulation, le risque que je prends. Alors, ce qui est peut-être plus facile, entre guillemets, quand tu as une réaction à risque immédiat, mais on pourrait avoir le cas des actuaires. Qu'est-ce qui ferait que le temps qu'entre une fausse interprétation, parce qu'il peut y avoir plein de réponses fausses, comme le dit Emmanuel, c'est pas évident, quoi. Donc, de simuler ça, les risques concrets, quoi. Si ça se- Ben, effectivement, mettre en situation de réel, ça fait partie des moyens qu'on peut mettre en place, et c'est ce qu'on intègre de plus en plus dans la formation des techniciens, c'est de les mettre réellement dans des situations contextes, dans des situations complexes.
ça se fait sur de la réalité, dans de la réalité parfois augmentée ou de la réalité virtuelle. Moi, j'aime pas trop parce que c'est pas du tout, on n'entraîne pas du tout le cerveau de la même façon quand on le met dans, dans des situations de réalité virtuelle ou augmentée. Par contre, faire des simulations ou des exercices où effectivement il y a ça, ça peut être des éléments qui vont être marquants, vont créer une empreinte mémorielle intéressante qui peut être pertinente pour développer ces outils ou ce recul vis-à-vis de ces outils-là quand on va les intégrer dans les process. Donc, et c'est là où on l'abordera aussi dans le collectif. Euh, Ça se fait pas. C'est des outils qui nous poussent de plus en plus vers l'individualisation de la chose. Il- et c'est un effort malheureusement à faire, c'est de sortir de cette individualisation pour aller vers le collectif, euh, pour vivre des expériences communes dans lesquelles ces erreurs qu'on peut avoir, ces, ou ces mauvaises pistes sur lesquelles on peut aller, euh, créer une expérience commune, partageable, sur laquelle on peut capitaliser pour développer ces outils-là. J'essaie d'avancer pour laisser le temps aux questions après. Donc, dans le S ou la montée en compétences adaptatives par rapport à ces outils-là, dans le modèle, et malheureusement, c'est ce qui est arrivé parce qu'on a encore une fois ces réflexes de déployer les outils d'IA comme on déploie n'importe quel outil digital, alors que c'est des machines qui sont complètement différentes. Le but dans le modèle, c'est de partir plutôt de tous les éléments attentionnels et motivationnels sur lesquels on peut s'appuyer pour savoir ce que veulent faire les gens avec ces outils-là et comment on les intègre réellement dans la personnalisation de la façon dans laquelle on va les former. Malheureusement, dès que l'arrivée, on s'est jeté tous sur le prompting. Et moi, pour moi, c'était une aberration parce que ces IA ou ces outils-là, la promesse était qu'ils s'adaptent au langage humain. Je me suis rendu compte qu'on a adapté notre langage humain à la façon dans euh, laquelle ces machines travaillent ou interagissent. Et j'ai même publié il y a quelques mois un post où j'ai dit, j'ai prompté le fils de mon voisin. Et effectivement, inconsciemment, je lui ai dit, donne-moi en 3 points ce que tu as retenu. Il m'a parlé de de ses cours et comme quoi il faisait des cours sur la Deuxième Guerre mondiale. Et je lui ai dit, donne-moi en 3 points ce que tu as retenu sur la Deuxième Guerre mondiale. Et effectivement, c'est la façon dans laquelle on a commencé à interagir avec ces machines, à structurer notre prompt d'une certaine manière pour avoir les réponses telles qu'on le souhaite. Et il y a des études, et notamment du Carnegie Mellon, qui ont montré une évolution en traitant plus de 300 000 vidéos sur YouTube. Ils ont euh, identifié une évolution de notre structuration langagière qui est influencée par les réponses de ces LLM. Et donc, ce que je trouve marrant et à la fois aberrant et triste, c'est qu'un outil qui, à la base, devait s'adapter à notre façon de travailler, a plutôt fait évoluer, s'adapter à notre façon de parler, nous a plutôt fait évoluer notre façon de parler pour qu'on travaille avec les machines. Et d'écrire, pas que parler d'ailleurs. Ah, c'est ça, et écrire. Et malheureusement, c'est qu'on continue à parler de prompting, etc., alors que le but même de ces IA et des développeurs de ces IA-là, c'est d'aller vers ce qu'on appelle une IA générale qui est capable de comprendre le langage humain. Du coup, est-ce qu'elle va Oui, comprendre finalement mais un qu'est-ce langage? que le langage humain, étant donné que les bases d'entraînement vont être de plus en plus constituées de données qui auront été générées par l'IA. Donc Bah, en fait, le problème de la linguistique est très très profond. ouais, j'ouvre une parenthèse, mais et merci. Je sais pas qui est intervenu. J'imagine que c'est Florence. Oui, c'est moi, Oui. c'est Florence. Oui. Je vois pas, malheureusement, je vois pas le retour. Euh, J'ouvre une parenthèse et c'est pour moi c'est un peu triste ce qui s'est passé dans l'histoire. Mais à la base, quand on a créé l'intelligence artificielle et ça remonte au Dartmouth de 56,
l'idée de base, c'était d'essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau humain et comment on est capable de modéliser informatiquement le cerveau humain. Et du coup, on a réuni dans ce colloque-là, en 56, des psychologues, des philosophes, des anthropologues, des linguistes, des neurobiologistes et des informaticiens pour euh, construire, bah, c'est l'origine des neurosciences et des neurosciences, de l'approche cognitiviste des neurosciences, pour essayer de modéliser ce cerveau humain, de comprendre comment fonctionne le cerveau humain et développer les premières IA. Sauf que ce qui est resté de ce colloque-là, c'est malheureusement que la partie IA, que la partie ingénieur très pragmatique, très démontrable, et tous les autres éléments initiaux qui ont à la base euh, été à l'initiative de ces IA-là ont été petit à petit écartés. Alors, mais c'est un peu ce que j'essaye, c'est un peu mon vœu pieux, moi, avec ce que je fais notamment avec ce modèle et avec le média, c'est de remettre ces disciplines-là dans la compréhension de comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne l'humain, comment fonctionne le langage humain, c'est quoi les questions philosophiques qu'on se pose par rapport à l'arrivée de ces outils-là qui challengent même notre humanité sur un certain nombre de choses, et d'essayer d'équilibrer un discours qui est très tech et très poussé par ce qui est simplement facilement mesurable et avoir une vraie réflexion humaine sur l'apport que peuvent avoir ces IA-là. Je ferme la parenthèse, mais donc, pour revenir à ce que je disais sur la montée en compétences, c'est s'appuyer sur ce qu'on veut faire avec ces IA-là et partir réellement de nos intentions. L'autre élément dans le modèle, c'est comment on intègre ces IA réellement dans le parcours quotidien. Aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup d'entreprises et de situations, ces outils sont perçus comme une cerise sur le gâteau ou quelque chose à faire en plus de ce qu'il y a à faire ou comme une sorte de surcharge mentale et surcharge de travail. Et du coup, c'est pas forcément intégré dans le quotidien, dans comment je peux utiliser réellement ces IA pour atteindre mes objectifs à court et moyen terme. Et comment on s'appuie sur ces IA-là pour construire ou co-construire complètement des nouveaux process métiers. Et je pense que ça a été un divulgateur parfois de l'incohérence de certains process dans les entreprises parce qu'on se rend compte qu'il y avait des choses qu'on a simplement héritées ou qu'on a fait, qu'on a continué à faire parce qu'on a toujours fait comme ça, alors qu'il y a potentiellement une autre façon de le faire. Et dans la première version du modèle, quand on parlait de teaming, ça s'appuyait sur ces études qui ont été initiées dans les années 2000 par l'armée américaine sur HAT, Human Autonomy Teaming. Et dedans, quand on parle de human, pour eux, et dans ces travaux-là, l'idée, c'était de savoir c'est quoi les compétences qu'on veut garder en tant qu'humain. Et quand on parle de compétences qu'on garde en tant qu'humain, c'est qu'on a une vision claire ou des process clairs sur comment on les maintient dans le temps, comment on s'assure que les gens sont toujours au bon niveau d'expertise par rapport à ces compétences, et surtout, on s'assure de la transférabilité de ces compétences d'une génération à l'autre. Et une fois qu'on a identifié ces compétences-là, qu'est-ce qu'on délègue à la machine? Et cette délégation, c'est pas simplement une délégation à l'échelle ou au niveau de la tâche, c'est plutôt une délégation situationnelle. C'est comment je donne aux collaborateurs, aux individus, des clés de compréhension du contexte dans lequel ils sont pour savoir si oui ou non c'est pertinent de déléguer ces tâches. Et cette pertinence est évaluée aussi en termes d'impact sur le long terme. Pour revenir à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure sur les techniciens, si je délègue la connaissance que j'ai à l'outil, comment demain j'interviens si j'ai pas le si j'ai pas l'outil entre les mains, ou comment je suis capable de challenger ce que l'outil va me donner comme réponse. Et dans le teaming, la relation ou la façon dans laquelle on travaille avec la machine, on fait la différence entre collaboration et coopération. Collaboration, ça veut dire qu'on peut être homme et machine euh,
avoir les mêmes objectifs et travailler ensemble pour atteindre le même objectif. Et coopération, on peut être dans la délégation complète avec l'humain et la machine qui ont des objectifs complètement différents et on a juste des points d'alignement pour s'assurer qu'on a bien atteint les objectifs. Donc, on a commencé à déployer des ateliers et des programmes avec cette première version du modèle. Parce que c'est un modèle qui est vraiment dans une logique d'amélioration continue, il s'est avéré qu'il y avait quelque chose qui manquait, et notamment la collaboration. Et on s'est rendu compte que ces quatre piliers-là, l'évolution des mentalités, la montée en compétences, l'évolution des parcours et la relation avec les machines ne pouvaient pas se faire sans s'appuyer sur ce qui existait, sur la culture d'entreprise, sur notre façon de travailler, sur la complémentarité qu'il peut y avoir au sein d'une même équipe. Parce que si on, ça sert à rien d'avoir tout le monde qui est bon sur un seul truc et qu'on se retrouve avec des trous dans la raquette. Comment cette, ces outils-là vont nous permettre de sortir de cet individualisme et de repenser complètement tout le process au lieu de simplement être sur l'amélioration et les réalisations de tâches qu'on considère à faible valeur ajoutée. D'ailleurs, c'est un exemple que je sors souvent quand je parle de ça. Quand on a ouvert un peu les vannes chez Engie pour identifier des cas d'usage d'utilisation d'IA, on a recensé plus de 800 cas d'usage jusqu'à présent. Et sur les 800 cas d'usage, il y en a 70% où on demande juste à la machine de faire ce qu'on ferait nous en tant qu'humains. Et pas simplement de repenser complètement la façon de travail avec les vraies capacités de la machine. Et autre anecdote par rapport à ces 800 cas d'usage, il y en a 80% où il n'y a pas besoin d'IA générative. Et il y a d'autres formes d'IA beaucoup plus économes, beaucoup moins chères, économes en termes de ressources, d'impact, de temps d'implémentation, qui peuvent répondre largement aux besoins. Mais il y avait cette tendance qu'il fallait utiliser de l'IA et précisément de l'IA générative. Et Excuse-moi, oui. il n'y a pas justement la question, est-ce que j'améliore ce que je fais, mais finalement, c'est pas ce qu'il faudrait faire? Et se reposer la question, qu'est-ce que j'aurais intérêt à faire? Et à contribuer, J'irai, c'est-à-dire dans mon process, en disant finalement, j'avais des habitudes, ouais, euh, j'ai envie de les automatiser, mais quelque part, ça peut être, le monde a changé, et peut-être qu'à une époque, c'était bien, mais qu'aujourd'hui, ouais, il faudrait faire autre chose, quoi. c'est exactement ça. Et j'irai plus loin. Est-ce que je fais avec ce que je suis capable de faire, est-ce que l'IA est capable de faire aujourd'hui? Est-ce que je suis pas capable, est-ce que je le fais pas autrement? Et encore une fois, dans la dimension teaming, être vraiment dans de réfléchir réellement à la façon dans laquelle je vais travailler avec ces outils pour repenser ma façon de travailler. Euh, Mais en termes et, d'adoption, est-ce que tu n'as pas intérêt quand même à montrer que ça marche? Par exemple, tu as une pratique qui est de dire, bah, à partir du moment où j'ai fait 5 choses, enfin, 5 fois la même chose, j'ai intérêt à l'automatiser. Euh, et malheureusement, c'est un peu l'équilibre qu'il faut trouver aujourd'hui quand on parle de ces sujets d'adoption de l'IA. Je vous donne un exemple très concret que j'ai eu, pas chez Engie, mais dans d'autres boîtes qui ont déployé des outils d'IA générative pour traiter les sollicitations des services clients, plutôt des services IT. Et les personnes qui s'occupent de ces sujets-là étaient très contents des résultats des outils qui ont déployés. Et ils ont une augmentation d'utilisation de ce chatbot, ils ont une explosion des tickets traités, ils ont une réduction du temps de traitement de ces tickets-là. Et ils ont présenté ça, mais je dis, c'est très bien, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous gêne dans ce que vous présentez? Et ils me disent non, pourquoi? Je lui ai dit l'explosion du nombre de tickets. Et ça veut dire que l'expérience client est dégradée. L'expérience initiale, ça veut dire un bon ticket pour ces services-là, c'est un ticket qui n'existe pas. Ça veut dire que comment on travaille sur la façon dans laquelle on propose des outils pour que les personnes n'aient pas besoin à nous solliciter pour les aider à utiliser ces outils-là. Et
ça a remis en question un peu toute leur réflexion, c'est que, et c'est malheureusement ce qui se passe, et pour répondre à ta question, c'est que on a tellement sollicité, siloté, pardon, la façon dans laquelle on travaille et on répond à des objectifs tellement réduits, court-termistes, que parfois répondre à un objectif est contre-productif par rapport au process complet. Et parce qu'on a, dans l'exemple de l'ITSM, donc le service IT, parce qu'on a proposé une solution qui permettait de répondre plus rapidement aux problèmes, ben on pense plus au problème et on pense plus au sujet qui crée le problème. Et c'est là où c'est un peu pour moi, c'est un des autres pièges dans lequel on peut tomber, c'est que ces outils-là nous donnent l'impression de pouvoir répondre très vite à un besoin, et au lieu de traiter les causes, de répondre simplement aux symptômes. Et c'est ce qui arrive souvent, c'est que dans l'exemple que j'ai donné sur les use cases qu'on a donné, qu'on a recensé, il y en a beaucoup où c'est simplement un traitement des symptômes de leur quotidien, et utiliser l'IA pour traiter les symptômes, mais pas de repenser complètement la cause. Et quand on challenge la cause, on peut avoir des visions très différentes sur l'amélioration de qualité de vie, sur l'amélioration de la collaboration au sein du collectif. Et ça pose des questions réellement sur qu'est-ce qu'on veut que notre métier soit demain. Et les gens, parfois, n'aiment pas se poser ces questions-là quand on tire un peu le fil autour de l'IA et l'implémentation de l'IA dans un process. Parce qu'il y a cette facilité, cette paresse vers laquelle elle nous pousse, et qui peut facilement nous emmener à simplement répondre à un besoin immédiat. Ou alors à se dire, ça va faire disparaître mon travail, je vais être obligé de changer, et donc ça peut avoir aussi des impacts sur mon business. Donc c'est moi, Exactement, exactement. Et il y a un dernier élément sur lequel je travaille beaucoup en réflexion avec les autres personnes qui, euh, qui gravitent autour de ce modèle-là, c'est toute cette dimension d'individualisation vers laquelle nous poussent inconsciemment ces outils. Et un sujet qui me travaille vraiment, c'est tout le délitement du lien social qu'il peut y avoir. Et l'exemple que je donne quand je parle de ces sujets-là, c'est si j'ai un outil omniscient qui est capable de répondre à toutes mes questions, vraies ou fausses, je projeterai dans ces réponses-là ce qui m'arrange. Mais si j'ai cet outil-là à disposition, pourquoi j'irai poser la question à mon collègue et du coup me mettre dans des dispositions mentales nécessaires pour savoir comment je vais poser la question, s'il va me comprendre, s'il va pas me juger sur la question que je lui ai posée, s'il va pas me traiter de con parce que la question est très bête, etc. Savoir si oui ou non je vais comprendre la réponse telle qu'il va me la donner. Et du coup, si on fait pas ces choses-là pour des choses simples, comment on va maintenir cette compétence-là pour des choses compliquées? Et du coup, pour des choses compliquées, savoir poser la question, savoir la structurer, s'assurer que la personne l'a bien compris, et s'assurer aussi de ma capacité à comprendre ce que l'autre va me dire. À part si on veut passer à chaque fois par des IA pour interagir. Mais personnellement, c'est pas le genre de métier que je veux faire, interagir qu'avec une machine. Et je suis sûr qu'autour des écrans aujourd'hui, et même quand on pose la question dans, dans les différentes entreprises, se pose vraiment la question de notre rôle et du collectif dans nos travail par rapport à l'arrivée de ces outils, ces machines qui facilitent largement ou qui nous poussent largement vers cet isolement et cette interaction homme-machine. Mohamed, Oui, je rebondis parce que, en attendant les questions dans le chat, mais oui, euh, dans les robots dans les hôpitaux. À un oui, moment donné, il y avait des robots, donc les infirmiers ou les infirmières étaient là, ils disaient de toute façon, j'ai d'autres choses à faire, donc je vais mettre le robot avec le patient. Et mhm, finalement, à un moment, ils se sont aperçus que le patient ou la patiente interagissait avec le robot. Ils ouais, se sont dit, zut, je suis sorti de la boucle. Et ouais, maintenant, potentiellement, tu as des échanges à trois où, notamment avec des personnes fragiles ou Alzheimer, etc., le robot sert de médiateur, mais la personne, l'aidant, le soignant, est là. Et donc finalement, il y a une relation à trois. Donc on pourrait presque imaginer, en rebondissant sur ce que tu dis, que ce ne soit pas uniquement moi avec mon chat GPT ou Perplexity, hein, n'importe.
mais Mhm. qu'on arrive à construire et ça rejoint ce que tu viens de dire sur la collaboration quelque part. Ben, je ne l'ai pas dit quand je parle de cette relation de collaboration dans Teaming, mais moi, ce que je cherche à faire, c'est de sortir de cette relation 1 à 1 avec la machine et potentiellement être dans une relation N à 1, ça veut dire plusieurs humains, plusieurs collaborateurs, plusieurs acteurs différents. Et là, tu as donné l'exemple de l'infirmière avec le patient donc N, qui discute avec une seule et même machine, et dans ce cas-là, le robot, mais potentiellement, dans d'autres cadres, être dans une relation de 1 à N, ça veut dire que je collabore aussi, pas simplement avec mon IA et l'IA qui est adaptée à moi, mais je suis capable aussi de collaborer avec les IA des autres personnes et la façon dans laquelle ces IA ont été personnalisées par les autres personnes parce qu'elles y ont injecté de leur expérience, parce que elles l'ont formaté de telle manière à pouvoir traiter des choses d'une certaine manière, mais que je puisse aussi interagir avec ces IA-là. Ou Mais même prendre... avec, ouais. Ou même avec les miennes, mais qui ont différentes fonctions, qui ont différentes compétences dans mon process. Typiquement, c'est bien au début d'un processus d'avoir des créatifs, et puis à un moment donné, d'avoir quelqu'un qui est un peu remède à l'amour, qui va casser un peu tout le sujet. On a une question Exactement. sur, Et, il y a et déjà... Oui, vas-y, bien sûr. juste pour réagir avant la question, pour être dans la continuité de ce que tu dis, c'est quelque chose que j'utilise souvent, notamment avec mes étudiants en design. Un outil n'est jamais utilisé de la manière dont il a été conçu. Et encore plus, parce que, encore une fois, on le conçoit dans une logique pour des utilisateurs et que parfois en face, c'est pas parfois, majoritairement en face, on n'a que des usagers. Et cette notion ou cette différenciation qu'on peut faire entre utilisateurs et usagers, malheureusement, parce qu'on est beaucoup influencé dans ces outils-là euh, euh, par les concepts américains, en anglais, il n'y a pas cette différenciation entre usagers et utilisateurs. En anglais, on utilise user et on parle user experience, etc. Alors que en français, un usager du transport public n'a pas besoin de savoir comment fonctionne un métro pour aller d'un point A à un point B. Il a juste besoin d'aller d'un point A à un point B et d'utiliser le métro. Pareil pour l'IA. Parfois, un usager n'a pas besoin de savoir comment fonctionne l'IA pour atteindre son objectif ou atteindre la tâche qu'il a à faire. Et ça fait partie des choses qu'il va falloir intégrer dans la façon dans laquelle on conçoit ces outils-là et on développe les services autour de ces outils-là, c'est on aura des usagers qui ont des mécanismes mentaux inconscients et qui ont juste besoin d'atteindre leur objectif sans forcément savoir comment elles fonctionnent. Alors c'est intéressant parce qu'il y a une question dans le chat, une remarque sur le fait qu'il y a l'impression qu'il y a déjà beaucoup de gens qui échangent des mails générés par l'IA. Ça rejoint un peu ce que tu disais au début sur les biais et typiquement dans le milieu perso, il y a TikTok qui fait des ravages en termes de Oui. drogue et de vitesse. Et j'ai l'impression que en entreprise, ça arrive aussi parce que maintenant, en haut de chacun de mes mails, j'ai voilà les 3 points clés. Donc, à la Mhm. limite, est-ce que déjà que j'avais pas forcément le temps, mais est-ce que je vais prendre de vraiment lire ou les understatements ou ce qui n'est pas dit dans le mail, un peu comme les notes de notation des agences de notation. En fait, ce qui est important, c'est ce qui n'est pas dit, un peu comme Mhm. au Japon. Mhm. Et quelque part, en plus, je vais faire une réponse automatisée avec. Alors, nous, on a plutôt Gemini, mais ça peut être un autre outil. Oui, Et bien donc, sûr. à la fin, je refais du ping-pong, mais et toute la relation humaine d'ailleurs, et la valeur, la richesse de l'interaction disparaît, quoi. Oui. Ben, effectivement, il y a cette dimension-là et j'ai deux éléments de réponse pour toi. Le premier, euh, c'est on peut facilement, encore une fois, c'est une piste glissante et limite on ajoute de plus en plus de savants dessus. J'ai des collègues un peu juniors qui sont venus me voir il y a quelque temps parce qu'il y a eu une mise à jour de Copilot chez NG, on utilise Copilot, et ils m'ont dit, ben, ils devaient faire quelque chose, et ils m'ont dit, j'ai prévu de le faire le soir, mais Copilot était en maintenance, du coup, j'ai pas pu le faire. Du coup, je lui ai dit, comment tu es capable, comment tu étais capable de le faire il y a quelque temps quand Copilot n'était pas encore là? Ou quand il n'y avait pas ces aides-là pour résumer les sujets. Et effectivement, je, je les pousse parfois à dire ben, je veux des mails rédigés à la main.
Je suis capable d'identifier, même si vous utilisez Humanizer, je suis capable d'identifier ce qui correspond à vous ou pas dans la façon dans laquelle vous parlez au quotidien. Et si je ne trouve pas votre ton de voix ou les termes que vous utilisez aux habitudes, je lirai pas le mail ou j'irai pas jusqu'au bout du mail. Donc, Ouais, mais effectivement, comme le humanizer, aujourd'hui, s'il commence à parler à la machine et fais-moi un mail, enfin, il y aura un minimum de travail humain, c'est ça que tu veux dire. Sinon, bah, moi, sinon je ça l'ai c'est un regardé. prompt pour te dire, voilà mes habitudes, je t'ai filé les 50 mails que j'avais écrits à la main, maintenant débrouille-toi pour que le prochain il soit comme ça, même si c'est automatisé, ils auront progressé. Ce qui m'amène, et effectivement, ça va évoluer. Il va falloir continuer à évoluer avec ces machines et ça évolue peut-être plus vite que ce qu'on est capable de, de, de percevoir, de maîtriser, d'intégrer. Mais ta remarque me fait penser à un autre sujet que j'ai eu en face, plutôt que j'ai eu chez nous. Euh, on a testé des outils de génération de résumés de réunion. On a dit aux gens qu'il fallait relire ces résumés parce qu'en plus des hallucinations, il y a des interprétations, etc. Mais j'ai dit stop quand on a poussé la réflexion à dire on va utiliser ces outils-là euh, pour, euh, pour capitaliser sur la gestion des compétences des personnes autour de la table. Sauf que de la même façon en fait, il y a des éléments. Réduire la compétence simplement à des éléments langagiers est extrêmement réducteur. Et quand j'ai échangé avec les équipes chez moi sur ce sujet-là, je leur ai dit, j'ai beaucoup travaillé sur la gestion des compétences il y a quelques années. euh, et je partais sur le terrain avec des opérationnels. Je les filmais en train d'intervenir. Je leur demandais de commenter ce qu'ils faisaient. On partait on rentrait dans la salle et dans le bureau et je leur disais, recommentez-moi maintenant que vous êtes en dehors du contexte. Et à chaque fois, je disais, bah, il y a ce mouvement-là que tu as fait que tu n'as pas commenté. Pourquoi? Parce que c'est des automatismes. Et pareil, si je vous dis, dites-moi, si je vous demande de me décrire la façon dans laquelle vous allez conduire, vous allez mal conduire. Il y a des choses qui basculent dans l'automatisme et quand ils basculent dans l'automatisme, on oublie on n'est pas capable, on les considère pas et du coup on n'est pas capable de les formaliser et encore moins de mettre parfois du langage dessus parce que déjà c'est pas les mêmes cortex cérébraux qui sont impliqués dans le, le mécanisme mental. Oui, Et il y a réduire, si je peux t'interrompre, oui, chose que que je voulais dire, je me suis mal exprimée et en tout cas l'idée ne passe pas, mais euh, avant l'intelligence artificielle générative, on avait l'informatique à raison. Et oui, quand tu parles de compétences, bon, ça dépend des métiers, mais il y a quand même beaucoup de métiers où dans la définition de poste, on ne met pas l'essentiel de ce qui fait le travail de l'individu en poste, qui est de réparer les conneries de l'informatique, de réparer les dysfonctionnements et d'intervenir dans les dysfonctionnements. Ça, il y a eu oui, beaucoup d'études sociologiques faites là-dessus, notamment sur la téléphonie, etc. Enfin, ça, et donc, il ne faut pas non plus idéaliser le passé. Et je trouve que dans la relation qu'il y avait à la machine avec l'informatique, d'une certaine manière, on est dans quelque chose de plus compliqué, mais qui donne plus de latitude à l'homme et qui, d'une certaine manière, est moins inhumain. Alors, avant que tu répondes, ça me fait penser à une interview qu'a donnée Jensen Huang, donc le patron de Nvidia ces jours-ci. Et ils expliquaient, ben, vous savez, chez nous, donc Nvidia, on a des ingénieurs. Et leur truc, c'est pas de faire l'automatisation, c'est de voir quels sont les problèmes, de résoudre les problèmes, éventuellement de trouver de nouveaux problèmes. Et après, que la machine automatise, c'est un sujet. Donc, il y a aussi, par rapport à ce que vous dites un peu tous les deux, comment je monte d'un cran, un peu méta ou un peu pour prendre du recul ou de la hauteur par rapport à mes automatismes, mes standards, etc., ou mes problèmes pour en voir d'autres.
pour garder mes compétences humaines et puis pas me faire bouffer, enfin l'automatisation étant intéressante, mais c'est pas le cœur du sujet. Il y a plusieurs éléments pour répondre à Florence et puis pour réagir à ce que tu dis, Nicolas. Euh, Ça fait partie des autres promesses qu'on, qu'a- qui est arrivé avec ces IA génératives, c'est de dire on va pouvoir se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée et qu'on va déléguer à la machine les tâches à faible valeur ajoutée. D'une part, d'un point de vue cérébral, c'est pas possible. Cognitivement, on peut pas être à haute intensité cognitive dans tout ce qu'on fait au quotidien. Et ces tâches qu'on considère à faible valeur ajoutée, elles sont extrêmement importantes pour ancrer les apprentissages, pour faire basculer le cerveau dans un mode automatique de traitement d'informations et d'analyser un certain nombre de choses ou de structurer quelque part la réflexion pour pouvoir justement avoir la capacité de passer sur des tâches à forte valeur ajoutée. Donc ça, pour moi, c'était déjà une méconnaissance de la façon dans laquelle fonctionne le cerveau humain qui a amené petit à petit à euh, l'évolution de nos métiers vers d'un métier on va produire des choses vers des métiers de contrôle. Et potentiellement, on passerait plus de temps à contrôler ce que ferait la machine qu'à produire, créer, amener des réflexions, des process. Et pareil, être encore plus maintenant avec toutes les études qui se font sur l'attention et les baisses de temps d'attention, être en situation de contrôle permanente et n'avoir que des métiers où on contrôle ce que produit la machine n'est pas concevable. Et je pense que, et pour revenir sur ce que tu dis, Nicolas, c'est là où remettre l'humain au centre de nos réflexions, mais pas simplement, encore une fois, comme un slogan, mais aussi comprendre ces mécanismes, comprendre la façon dans laquelle il interagit avec ces machines, comprendre les impacts que ça peut avoir sur lui, sur son entourage et sur plusieurs aspects, et notamment l'aspect cognitif, pour répondre à un besoin de qu'est-ce qu'on veut faire avec la machine, est extrêmement important. Et c'est pas juste des questions philosophiques à se poser autour du café, c'est des vraies questions pour nous interroger sur c'est quoi l'avenir de notre métier, de notre travail. Et pour réagir sur ce que tu dis sur l'ingénieur, moi, ça fait partie des choses, et la parenthèse que j'ai donnée tout à l'heure sur le Dartmouth euh, euh, est un élément de réponse. J'ai rigolé il y a quelques... bah, et c'est pas simplement rigoler, j'ai publié un autre article il y a quelques temps sur sortez de l'IA d'entre les mains des ingénieurs, parce que euh, l'approche, la façon dans laquelle, et même je suis ingénieur de formation et du coup j'ai vécu ça, je suis dans ça encore, et on formalise la chose de telle manière à ce que ça soit un problème à résoudre. Parfois, il n'y en a pas, mais on le formalise de telle manière à ce qu'on puisse cadrer la situation, le contexte, et du coup, tout ce qui sort de cadre pour les informaticiens, par exemple, n'existe pas, pour trouver une réponse à une formalisation de la situation qui a été transformée en problème pour pouvoir y trouver une solution. Et c'est pour ça, quand je reviens à la parenthèse que j'ai évoquée sur le Dartmouth, il faut sortir de cette vision unilatérale de la façon dans laquelle on adresse les situations qu'on a au travail. Ce n'est pas que des problèmes. Et ça ne peut pas être formalisé simplement comme des problèmes pour lesquels il faut trouver des solutions. Ça peut être une description d'une situation ou d'un contexte qu'il faut élargir encore plus pour trouver un moyen d'améliorer les choses en fonction des attentes, des motivations, des attentions qu'on peut avoir au sein du collectif. Et Et c'est donc, pas forcément... ouais, mais excuse-moi, en pratique, donc parce que quelque part, tu as bien cette logique de collaboration, un peu comme tu fais du design thinking, d'avoir différentes personas, d'avoir différents acteurs pour les faire travailler ensemble. Comment, si je me place du point de vue des actuaires, utiliser ta démarche dans mon quotidien? Alors peut-être déjà commencer par moi-même et après de dire, bah, tiens, par rapport aux collègues ou d'autres ou des clients.
Comment est-ce que en quelques minutes, comment est-ce qu'on peut appliquer ce genre de démarche Ben, effectivement, il y a tout un ensemble d'outils qu'on a développés dans le cadre du consortium qui porte ce modèle-là, mais un des plus pertinents, c'est le programme 21 jours. Bien sûr, c'est pas 21 jours complètes, mais ça dure 21 jours et ça s'appuie sur la légende urbaine qu'il faut 21 jours pour mettre en place une habitude. Mais c'est pas que légende urbaine parce qu'on a montré d'un point de vue neurobiologique que faire une chose pendant 21 jours, répéter une chose pendant 21 jours, densifie le réseau de neurones. Et cette densification, c'est de la myéline qui se met autour de l'axone et qui, du coup, accélère les transmissions chimiques transmissions électriques, pardon, entre les différents neurones. Mais l'idée, c'est de s'appuyer sur ces 21 jours pour réfléchir concrètement à la façon dans laquelle, dans la première semaine, ces IA sont capables de changer les choses. C'est quoi nos représentations, c'est quoi nos croyances, c'est quoi notre façon de nous projeter vis-à-vis, avec ces IA-là dans notre travail. La deuxième semaine, on va capitaliser sur ce qu'on a collecté collectivement pour savoir concrètement comment je peux l'intégrer dans mon quotidien avec des missions simples et comment je suis capable de faire évoluer mes pratiques en imaginant ces intelligences artificielles dans mon quotidien ou en les testant. Et la troisième semaine, c'est une semaine d'introspection ou de transformation. On va réfléchir individuellement et collectivement à la façon dans laquelle ces IA, à travers la première et la deuxième semaine, sont capables de changer nos façons de travailler. Et on sort avec ces troisième semaines avec un vrai plan d'action de et ces plans d'action peuvent être soit sur de l'organisation, soit sur des nouveaux cas d'usage, soit sur des outils à intégrer, soit sur des outils sur lesquels il faut se former ou qui va se former sur ces outils-là et comment il va transmettre ses compétences après. Et pour sortir de l'outil pour l'outil, mais plutôt de rentrer dans une vraie logique de transformation de nos façons de travailler avec ces différents outils-là. Et l'idée de ce programme, de ce mindset, pour moi, de ce framework, de ce modèle, c'est vraiment pousser à la pleine conscience dans l'utilisation de ces outils. Ben, essayer le plus possible, individuellement et collectivement, de faire ce pas de côté et en plus, comme ça avance très vite, etc., et on peut facilement être embarqué dans tout ça, se dire concrètement qu'est-ce que ça peut changer à mon quotidien, pas simplement aujourd'hui, mais plutôt demain et pour les futures générations et pour l'avenir de de ma qualité de vie au travail. D'accord, donc on Et pourrait imaginer que si on faisait un groupe de travail de volontaires, de personnes qui ont envie au niveau de l'Institut actuaire, qu'on pourrait appliquer cette démarche. potentiellement, oui, ça peut être, pour vous dire comment on l'applique aujourd'hui chez Engie et dans d'autres grands groupes, c'est soit c'est une équipe naturelle et du coup c'est un manager avec ses collaborateurs qui veulent réfléchir ensemble à la façon dans laquelle ça va faire transformer leur façon de travailler et ils rentrent dans ce programme de 21 jours. Soit c'est l'autre extrême, c'est des volontaires comme tu l'as évoqué dans des communautés de pratiques liées ou pas à l'IA qui lève le bras pour dire moi j'aimerais bien savoir comment se met en place ce programme et quels sont ces mécanismes, ces mécaniques d'animation pour savoir si oui ou non ça peut être pertinent pour mon entité. Et l'entre-deux, c'est plutôt des personnes désignées par leur manager parce qu'ils ont identifié un vrai sujet d'adoption d'IA qui vont venir participer à ce programme-là et bénéficier de l'intelligence collective. En gros, ils vont exposer la problématique qu'ils ont au sein de leur entité ou de leur équipe et bénéficier de l'intelligence collective pour savoir comment ils peuvent trouver des solutions à mettre en place pour traiter les sujets liés à l'adoption de l'IA. D'accord, alors on a une question dans le chat sur comment Oui, rassurer les salariés qui pensent qu'ils vont être licenciés, remplacés par l'IA. Alors j'avoue, ça ouvre tout un autre webinaire complet là-dessus. Euh, Je vous invite à suivre d'ailleurs les travaux de Yann Ferguson, de l'INRIA là-dessus, enfin là-dessus, entre autres, hein, il y en a plein d'autres.
Peut-être on pourra l'aborder à un autre moment. Ouais. Tu peux bien Et sûr y donner, répondre. Vas-y, vas-y. pour donner une réponse rapide, Nicolas, par rapport à ça, euh, s'il y a une réponse à donner, c'est de créer des espaces de partage où les gens, et c'est vrai, des vrais espaces de partage, c'est pas des trucs simplement pour la forme, où les gens sont capables de s'exprimer librement, en toute transparence, sur ce qu'ils ressentent par rapport à ces IA-là. Parce que un des problèmes qu'il y a, et c'est une des discussions que j'ai eues avec Yann sur le sujet, on essaye de traiter des éléments irrationnels d'une manière rationnelle. Quelqu'un qui a peur, tu vas pas l'essayer de lui montrer par A plus B pourquoi il a peur. Quelqu'un qui a peur a besoin de comprendre sa peur et parfois d'une manière irrationnelle arriver à la conclusion que sa peur ne peut pas être euh, ne peut pas se matérialiser. Ou être clairement franc sur il y a certaines choses, et notamment chez nous, il y a certains métiers qui vont devoir évoluer. Et on a besoin de tout le monde parce que ça ne va pas venir vous remplacer, ça va venir changer votre façon de travailler. Et malheureusement, il va falloir s'adapter à la façon dans laquelle vos métiers vont évoluer et du coup les embarquer clairement dans cette transformation, dans cette transition et ne pas simplement essayer de rationaliser ce qui, pour les personnes en face de nous, est de l'ordre de l'irrationnel. Mais En gros, c'est. Vas-y, vas-y. quelle est la part du cerveau 1 et du cerveau 2 dans cette démarche? Parce que d'une certaine manière, tu ralentis le temps, donc tu laisses le cerveau 2 s'exprimer et pas seulement l'émotion. Mais en même temps, si je comprends bien, dans cet exercice, il y a le ressenti, c'est-à-dire qu'il y a de l'émotion et il y a du cerveau, hein. Comment articuler ces deux attitudes qui est de ralentir le rythme pour reprendre le contrôle, si j'ose dire, tout en s'exprimant dans son ressenti? Ben, il y a plusieurs manières. Il y a des groupes, il y a des ateliers, et notamment avec la phrase du facteur humain, qui permettent de faire ce genre d'exercice et de laisser les personnes s'exprimer sur la façon dans laquelle ils ressentent les choses. Et encore une fois, quand on a une crainte, parfois elle est tellement euh, basée sur des mécanismes, ou plutôt construite sur des mécanismes inconscients, que la verbaliser ou la structurer pour la verbaliser devient compliqué. Et on boucle sur les premières choses qui sortent. Si je prends l'exemple de ça va remplacer mon travail, bah, je vais rentrer dans tous les éléments de confirmation qui vont montrer dans mon analyse que l'IA est capable de remplacer mon travail. Parce que j'ai cette euh, première émotion, Auto-prédiction, quoi. C'est bah, en auto. fait, on rentre dans ce qu'on appelle l'effet golem. C'est c'est des boucles de renforcement. Ça s'appelle Pygmalion quand c'est positif et golem quand ça nous fait rentrer dans des, euh, des boucles euh, de Négative. contraire de vertueux. Euh, mais en fait, on arrive sur quasiment des prophéties autoréalisatrices. On va tout faire pour montrer que ma peur, que j'ai formalisée parce que j'ai bouclé sur un premier sujet, euh, va se réaliser. Et tant qu'on n'est pas, on remonte pas ce chemin-là pour décortiquer réellement cette peur et de comprendre pourquoi ces éléments-là c'est quoi la source initiale de ces éléments-là, de cette peur-là, de cette crainte? Est-ce qu'elles sont rationnelles ou irrationnelles? Laisser les gens s'exprimer dessus, de les formaliser de différentes manières et de comprendre aussi comment cette formalisation est perçue par l'autre et potentiellement euh, quelle est la grille d'analyse de l'autre par rapport à ces craintes-là, sans forcément avoir des blocages systémiques rien que sur les éléments de langage. euh, pour moi, c'est l'une des seules solutions aujourd'hui, c'est créer ces espaces de partage pour Alors, essayer.
C'est super parce que comme on arrive à 19h20, on Oui, est aux pardon. limites de temps, mais c'était passionnant, c'est passionnant, merci. En tout cas, moi, alors, un des mots-clés que je retiens de ta présentation, c'est collaboration, et pas uniquement homme-machine, mais aussi machine-machine, mais ça c'est de l'ingénierie et surtout tous ensemble. C'est top. Et, Merci à tous. et Merci encore. l'intelligence artificielle comme moyen de travailler ensemble, Voilà. finalement. Hein. Surtout, ben, pour moi, c'est vraiment remettre le collectif et l'individu au centre de ses réflexions autour de l'IA. Un grand merci à toi Merci et merci beaucoup, à toutes et à Mohamed. tous. Bonne Nicolas, soirée. bonne soirée.